Bonjour tout le monde. Contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce direct donc sur Facebook qui sera après repris sur ma page YouTube. Donc ça sera diffusé après par la suite sur la page YouTube. La thématique aujourd'hui va être celle du suicide, donc le départ volontaire, pour en comprendre donc le cheminement, les impacts au niveau de l'au-delà, au niveau de la spiritualité, comment ce geste est aussi perçu de l'autre côté. Alors bonjour à tous, contente de vous avoir en ligne. Donc je vais attendre un tout petit peu, question que les gens puissent se connecter pour nous suivre. Ouais, on va pour définir donc au niveau de l'approche spirituelle pour ce sujet qui est assez complexe et douloureux aussi à traiter. Le suicide est donc nommé comme un départ volontaire. C'est un joli terme, on va dire, pour expliquer la même chose, hein. Donc, c'est déjà, d'un point de vue personnel, le fait de mettre fin à ses jours, donc le fait aussi de vouloir arrêter son chemin de vie. Et de l'autre côté, en fait, c'est perçu, on appelle ça comme une rupture de contrat, c'est-à-dire que au moment de l'incarnation de l'âme, il y a tant de choses qui sont à vivre par l'âme. Et ces choses-là, comment dire, doivent se définir dans un déroulement. Et la personne, par choix, par souffrance ou par un sentiment de ne pas se sentir non plus à sa place, décide de mettre donc un terme à ce contrat. Donc c'est de cela dont nous allons traiter aujourd'hui. Alors, surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos interrogations tout au long de ce direct. Par rapport donc au déroulement de la progression de nos proches disparus qui sont partis en se donnant la mort. Déjà l'impact au niveau des proches par rapport à ce geste, comme il s'agit d'une fin de contrat, c'est perçu de l'autre côté comme une incapacité pour la personne à relever son défi de vie, à relever son chemin de vie. Donc c'est un geste qui est perçu de l'autre côté comme un échec par rapport à ce contrat de vie, par rapport à ce qui était déjà prévu. Le, le sentiment comment dire, de jugement, c'est quelque chose qui m'est souvent demandé par rapport aux personnes avec qui je travaille en contact défunts. Il y a toujours cette crainte de savoir où sont nos disparus. Et pour les personnes qui se sont donné la mort, cette inquiétude de savoir s'ils ne sont pas dans un enfer ou si leur progression se déroule bien. La notion d'enfer et de paradis n'existe pas en spiritualité, hein. Euh, c'est plus une affaire d'introspection de l'âme par rapport à son vécu terrestre, par rapport à ce choix volontaire de départ comme ça. C'est juste une introspection qui est très très lourde aussi de conséquences. Je me permets comme ça d'arrêter un instant sur le cas des personnes qui ont attenté à leur vie, qui ont fait des tentatives de suicide et pour lesquelles leur acte n'a pas abouti. Ces personnes peuvent vivre ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qu'au moment de leur geste, elles sont vraiment avancées dans cet état de mort imminente et quand elles sont ramenées, plus ou moins de justesse, quand elles sont ramenées à la vie, certaines d'entre elles font état de ce qu'on appelle des expériences de mort imminente négatives, c'est-à-dire avec un sentiment de terreur, un sentiment de frayeur, comme quoi elles n'ont pas vu cette lumière. Euh, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui attend la personne qui se suicide, c'est le premier palier au niveau de l'introspection. C'est de ça dont il s'agit, hein, vraiment. C'est-à-dire que le tout premier palier, quand on est de l'autre côté, c'est on est ramené à l'acte que l'on a commis, aux raisons qui nous ont amenés à cet acte. Donc, forcément, cette perception-là du défunt, enfin, en tout cas, de la personne qui fait une tentative de suicide, va être de suite négative, hein, puisque c'est vraiment
le sentiment de peur et tout qui prend le dessus, le sentiment de jugement aussi qui revient en force, ce poids par rapport à ce geste. Et beaucoup de personnes qui ont fait des tentatives de suicide reviennent avec ce sentiment-là. Dans un autre aspect, il y a aussi des personnes qui ont attenté à leur vie et qui reviennent totalement changées par rapport à leur vécu parce qu'elles ont, comment dire, c'est comme si elles avaient un déclic par rapport à la nécessité de rester ici-bas, de continuer leur chemin de vie, de rester auprès de leurs proches, d'assumer ce choix de vie. Et la tentative de suicide est alors perçue comme un déclic pour ces personnes-là en se disant, voilà, il y a d'autres choses à vivre, j'ai d'autres choses à faire. La réponse du suicide à ce que je vis n'est pas la bonne et je reste ici-bas pour terminer ce que j'ai à faire. C'est une prise de conscience, voilà, qui peut être faite aussi avec les personnes qui font des tentatives de suicide. Donc voilà, d'un côté, cet état de frayeur et je recommencerai plus parce que j'ai trop peur de ce qui m'attend de l'autre côté. J'ai peur à l'enfer. Et de l'autre côté, c'est je ne recommencerai plus parce que j'ai le sentiment d'avoir écourté quelque chose qui était nécessaire de vivre et du coup, j'ai envie de le relever et j'ai envie de vivre autrement par rapport à ma vie, à ce que je vis là. Donc ça, ce sont pour les tentatives de suicide par rapport aux échos que j'ai pu avoir sur auprès de personnes voilà qui ont vécu des expériences de mort imminente et par rapport aussi à d'autres recherches que j'ai pu faire en lien avec ça justement. Euh, le premier palier, donc que je parlais une fois qu'une personne s'est ôté la vie, le premier palier, c'est donc l'introspection du défunt, c'est-à-dire que le phénomène de est-ce qu'on revoit toute sa vie, les conséquences de son acte et tout ça, la portée pour les proches et tout, c'est vraiment, ça fait partie du premier palier. À nouveau, je vous invite à n'hésiter surtout pas à me poser des questions par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, parce que je travaille beaucoup par interactivité lors des conférences, donc aussi sur le Facebook, je travaille beaucoup par interactivité, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ce premier palier de conscience est une chose qui est douloureuse. C'est peut-être de là que vient cette notion de tourment perpétuel qui attendent les défunts qui se sont donné la mort. C'est sûrement de là aussi que vient cette notion d'enfer, comme quoi en fait la personne revient en boucle, se suicide, revient en boucle ses émotions, son état d'âme, son état d'esprit. C'est ça, c'est de tourment. C'est un premier palier dans lequel on retrouve beaucoup de défunts qui se sont donné la mort. C'est ce qu'on appelle être bloqué. Et c'est généralement avec ces défunts justement qui n'ont pas pu transcender ces états émotionnels que les passeurs d'âme vont travailler beaucoup. Parce que voilà, quand j'ai des familles qui me demandent, voilà, j'ai quelqu'un qui est parti de mort volontaire, je sens qu'il est bloqué, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et effectivement, la personne est bien retenue dans un état d'entre-deux. C'est parce que l'introspection de ce défunt, de cet esprit, n'arrive pas à se faire. Donc, comme il reste figé dans ses états émotionnels, il ne trouve pas la porte de sortie pour justement aller sur un plan supérieur. Voyons voir au niveau des petites questions par rapport déjà à cette première approche. Euh, hum, alors, comment peut-on faire pour aider une âme coincée après justement un suicide? Alors, c'est vraiment, quels que soient les défunts, déjà à la base, j'avais fait une petite vidéo qui s'appelle La progression des défunts ou les défunts dans l'au-delà, que vous retrouverez sur cette page Facebook et que vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Inès Laine Medium. Euh, dans tous les cas, le travail de deuil, le travail de prière, tout ce qui est pensée positive, l'utilisation lors de ces prières de l'encens, notamment ce qu'on appelle l'encens pontifical, ce sont des manières, des façons d'aider concrètement un défunt à avancer. Et dans le cas du suicide, c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire que toutes les intentions que les proches peuvent adresser à leurs disparus sont transmises directement aux disparus et ça l'aide à avancer de l'autre côté.
Alors à ceci, voilà, il y a ce sentiment aussi de tristesse parce que les gens me disent, mais voilà, on n'arrive pas nous à lui pardonner son geste ou on est trop dans un état de tristesse. Est-ce que ça le bloque? Le défunt lui-même, en faisant son introspection, euh, est aussi retenu par ce sentiment. Je dirais pas de regret parce que l'acte, il est choisi, il est volontaire, il est préparé souvent très longtemps à l'avance. Ce sont des états émotionnels qui perdurent depuis des années et qui trouvent cette concrétisation par le passage à l'acte, justement. Et le défunt n'a pas réellement de regret par rapport à ce qu'il a fait, parce que ça vient comme, pour lui comme une réponse, tout simplement, à tout ce qu'il vit. Hein. Mais par contre, il est affecté par la tristesse et les états de rancœur, les états de non-acceptation, euh, tout cela, tout ce à quoi il met un terme vis-à-vis de ses proches qui restent ici-bas. Il est retenu par ça, oui, ça c'est réel, il est retenu par ça. Et en même temps, il essaye de, comment dire, de s'en défaire. Parce que de l'autre côté, quand on est un esprit, on n'a plus ces états émotionnels. On se déshumanise. Alors, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas le fait que la personne perd de l'affection ou perd ses émotions, mais il les transcende, c'est-à-dire qu'il se doit de les comprendre autrement pour pouvoir avancer. Parce que s'il restait toujours dans l'état émotionnel, dans l'affectif, dans l'état humain, des considérations humaines, comme je dis, aucun des fins n'avancerait parce qu'il serait toujours bloqué à tout cela et il serait retenu comme ça sur le plan terrestre. Donc le défunt qui s'est donné la mort a ce travail à faire de détachement petit à petit par rapport aussi à ses proches en se disant si j'avance, si j'arrête comment dire, de m'attarder entre guillemets sur leur état émotionnel, je, je pourrais évoluer et je pourrais être là pour eux autrement, de l'autre côté, sur d'autres plans. Donc voilà, tout ce qui est au niveau des intentions, au niveau des prières, au niveau du dialogue que l'on peut avoir avec un défunt, ça aide. Euh, à, à côté de cela, vous pouvez avoir affaire justement à des familles ou des proches qui arrivent justement à faire ce travail de deuil. Et de l'autre côté, vous avez le défunt qui, lui, n'arrive pas à faire ce travail de deuil, qui reste figé là-dedans. Et dans ces cas-là, c'est là qu'on appelle justement tout ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Ce sont des médiums qui vont aller chercher concrètement l'esprit du défunt qui est coincé dans cet état d'entre-deux pour l'aider à avancer. Donc, c'est un travail à part entière qui est plus ou moins complexe et plus ou moins long et qui se fait. Alors, une question là sur la tentative de suicide. La notion de penser à se suicider ou alors le fait d'en avoir fait, mais d'avoir aussi manqué son geste, là, ça relève je dirais, c'est plus un travail. Alors, pour ceux qui sont avec les anges et tout ça, ce sont vraiment le travail des anges gardiens. Un ange gardien est une entité, donc une énergie pure, qui a la fonction principale de préserver votre intégrité physique et psychologique. Autant que faire se peut, votre ange gardien va être là pour essayer de vous préserver, pour éviter justement ces passages à l'acte, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'instinct de survie, c'est-à-dire j'y pense, mais je ne le ferai jamais. Ou alors je le fais et puis il y a des événements qui font que je suis sauvée à temps. Ou alors il y a par exemple pour les gens qui se défenestrent, il y a comment dire, je sais pas, ça peut être un camion ben qui est juste là et vous tombez et puis vous êtes retenu par ça. Donc du coup vous aurez des blessures effectivement, mais vous n'aurez pas le décès. J'ai quelqu'un dans ma famille un petit peu éloigné, mais quand même que je connais, qui a tenté 7 fois de se suicider, donc par tous les moyens possibles, imaginables. Et cette personne donc a toujours échappé, avec les séquelles, hein, puisqu'elle s'était défenestrée, elle avait eu les jambes brisées et tout. Euh, voilà, elle a fait les médicaments, enfin tout ce qui était possible. Euh, C'est un appel au secours, hein. On dit toujours ça, c'est un appel au secours, c'est une façon d'attirer l'attention, c'est une façon de demander à ce qu'on écoute, à ce qu'on assiste à la personne. Et en même temps, il y a aussi cette notion que de l'autre côté, ce n'est pas votre moment non plus.
Et même si vous avez fait le passage à l'acte et qu'il n'est pas abouti, c'est pour justement vous expliquer que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que même si vous-même vous voulez arrêter ce contrat de vie, ce chemin de vie, de l'autre côté, il vous refuse l'accès, tout simplement. Il vous refuse l'accès. Et toutes ces tentatives de suicide qui sont échouées viennent de là, viennent aussi de cet ange gardien qui essaie de vous préserver et de l'autre côté qui n'est pas du tout prêt à ce que vous rompiez votre contrat. C'est complexe hein, comme thème. Le suicide, c'est extrêmement complexe parce que là, vous vous direz, mais alors pourquoi certaines personnes passent à l'acte, ça marche de suite, et d'autres vont essayer cette fois, ça marche pas. Ce sont des, ce sont des plans, ce sont vraiment des chemins de vie, ce sont aussi ce qu'on appelle des, des appels à la conscience aussi. Hein. Ce sont des personnes qui sont là pour attirer l'attention sur certaines choses, sur certains événements, sur eux-mêmes aussi. Tout ça, ça s'inscrit dans des schémas que nous, humains, on ne peut pas, bien entendu, comprendre parce que ça nous dépasse totalement, qu'il faut pourtant endurer et vivre. Et à la question pourquoi, au bout d'un moment, on est à court de réponses. Donc, il faut prendre les choses comme elles arrivent, dans le pire comme dans le meilleur. Et il y a quand même cette notion de ça devait se passer comme ça. Mais ça, c'est forcément avec le recul et tout ça qu'on se dit, autant le défunt, pareil, hein, quand il regarde, il se dit, ben voilà, j'avais cette voie-là, je l'ai choisie, je suis arrivée à mes fins. Et de l'autre côté, la famille qui dit, mais voilà, c'est vrai qu'au regard de ce qu'a vécu cette personne, on peut comprendre, même s'il n'y a pas de pardon derrière ou quoi, on peut comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est un état de souffrance, hein, tout simplement, qui amène ça, ou aussi la sensation de ne pas être à sa place. Euh, voyons voir. Alors, j'ai aidé mon grand-père à passer il y a peu, plus de 10 ans après sa pendaison. Il m'a laissé entendre qu'il m'attendait. Cependant, il m'est apparu très amaigri et presque malade, branché à des fils, ce qui n'était pas le cas de son vivant. Est-ce que le travail de progression peut fatiguer l'âme? Euh, le travail de progression, dans le cas des personnes qui se sont suicidées, est forcément éprouvant. C'est pas une partie de plaisir d'être confronté à soi-même, d'être reconfronté à tout ce qui nous a poussé à cet acte, d'être dans cette peur du jugement à venir, d'être aussi dans le poids aussi émotionnel de la famille qui reste. Tout cela, forcément, c'est épuisant, c'est fatigant, ça demande un soin. C'est une chose dont j'ai parlé dans la vidéo, la progression des défunts dans l'au-delà. Ça demande une progression et une prise en charge par l'autre côté, qui est beaucoup plus soutenue, avec en face une personne qui ne veut pas de prime abord être aidée ou est trop ancrée dans ses états émotionnels. Donc du coup, elle fait une forme de résistance. La notion de fil comme ça que l'on peut voir, qui rappelle fortement tout ce qui est milieu médical, tout ce qui est assistance médicale, ça vient compenser. Ça symbolisera plutôt cette notion d'aide, d'assistance qui est portée à la personne, même si celle-ci est tourmentée ou quoi. Et petit à petit, cette personne va changer d'apparence et va progresser. Le délai de progression, une personne m'avait posé la question à MP en message privé sur Facebook en me demandant mais combien de temps ça prend pour qu'un suicidé arrive jusqu'à la lumière ou progresse ou se décroche comme ça de cet état d'entre-deux, le fait d'être bloqué. Ça peut prendre une vie. Hein. Moi, j'ai eu le cas d'une dame qui avait perdu son grand-père. Je pense qu'elle avait une dizaine d'années. Et ce n'est que 40 ans plus tard que son grand-père a pu connaître la paix de l'âme parce qu'il avait transmis les messages vis-à-vis de sa petite fille pour lui expliquer son geste, pour lui expliquer les conséquences, ce qu'il a vu hein, d'ailleurs hein, de notre côté, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur ceux qui restaient et sur cette petite fille en particulier, parce qu'après bon, tout le reste en est chamboulé au niveau de la vie, au niveau des relations, au niveau de l'affectif, tout est chamboulé. Et c'est vrai que étant enfant, cette personne en a énormément souffert, ça a impacté sa vie de femme et tout ça, tout en a suivi, quoi. Et c'est vrai que son grand-père avait cette nécessité de s'en expliquer. Et cette nécessité, elle est venue qu'une fois que cette dame avait 40 ans, enfin 50 ans, 40 ans plus tard, quoi. Parce qu'elle était peut-être en mesure de l'entendre et de l'écouter. Donc, pendant près de plus de 40 ans, son grand-père était
bloqué dans cet état d'entre-deux, dans l'attente que sa petite fille puisse accepter ce qu'il avait à dire, au moins l'écouter déjà. Donc voilà, c'est ce passage-là, cette progression, elle est longue, elle est toujours au cas par cas. Certaines personnes qui se sont suicidées accèdent à cet état de paix bien plus vite, bien plus vite, parce qu'elles acceptent de reconnaître tout ce qui les a menées à ça. Elles arrivent à transcender tout ça, et derrière, il y a la famille qui est là aussi pour les soutenir, ou qui a fait son travail de deuil et de compréhension, peut-être même pas de pardon, mais au moins de compréhension, et tout cela a favorisé cette progression de l'autre côté. Euh, le fait que le grand-père ait dit comme ça, ben, je t'attends, oui, ça veut dire que lui, de toute façon, là, c'est cette idée d'enfer dont on parle, hein. Le fait que les suicidés vont finir en enfer et puis c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est tout à fait faux, hein. Il y a une progression qui est plus ou moins longue et on retrouve effectivement nos proches de l'autre côté en temps voulu, en temps voulu. Ça aussi, c'est une question qui peut-être viendra et peut-être que je l'anticipe un petit peu. Euh, c'est alors par rapport à ça, c'est comment dire, c'est est-il possible qu'une personne qui fait beaucoup de passages, enfin de tentatives de suicide, soit addicte? Je pense pas qu'on soit addict à la douleur, à la souffrance qu'on s'inflige et qu'on inflige aux autres, à cet état de stress perpétuel, hein, parce que moi, la jeune femme dont je parle, la dernière fois qu'elle a voulu se suicider, donc elle s'est défenestrée. Son papa était venu la voir à l'hôpital et il lui avait dit, la prochaine fois, tu essaieras de pas te louper. Voilà, donc ce sont des répercussions derrière qui sont extrêmement lourdes. C'est un vécu familial, ce sont des relationnels, un état d'esprit de la part de la personne elle-même. Je ne pense pas qu'on soit addict à la douleur. Je pense plutôt qu'on est addict à l'appel au secours. C'est autre chose. Voilà, c'est quand même autre chose. Donc, il y a quelque chose toujours à comprendre derrière. Et c'est pour ça que la notion de jugement n'est pas, même si on est humain et même si on parle avec l'émotionnel, hein, c'est un sujet encore une fois très très délicat, le suicide. C'est vrai que on ne devrait pas en tout cas, mais juger et se dire mais attends, mais t'es accro à ça ou quoi? Tu cherches des sensations fortes, tu veux quoi? Tu veux savoir ce qui se passe de l'autre côté, et après revenir. Non, c'est avant tout un acte qui traduit une souffrance intérieure et qui on n'est pas addict à ça. C'est une façon d'exprimer aussi ce qui ne va pas. Euh, je reviens juste sur l'idée par rapport au fait qu'un suicidé attende après sa famille de l'autre côté. Alors ça aussi, hein, pour avoir travaillé pareil avec des parents dont les enfants sont partis comme ça de départ volontaire, ça concerne aussi tous les défunts, hein. C'est-à-dire que vous avez des parents quand ils ont perdu leurs enfants, la première pensée qu'on a, enfin qu'ils ont en tout cas, c'est je vais aller le rejoindre au plus vite. Donc là aussi, se donner la mort pour rejoindre la personne qui est partie, soit elle-même d'un suicide, soit d'un décès par maladie ou d'un décès accidentel ou autre chose. Euh, Toute personne qui se suicide et dans le but de retrouver un défunt, de l'autre côté, ne le retrouve pas immédiatement. C'est-à-dire que vous avez le droit de le voir, de le croiser, de vous entretenir avec lui l'espace d'un soupir, on va dire, et après, cette personne vous est enlevée parce que vous avez vous-même votre propre progression et votre propre introspection à faire parce que vous avez mis fin à vos jours pour retrouver cette personne. Donc, du coup, en pensant retrouver plus vite, en écourtant sa vie, un proche qui est déjà parti, en général, c'est souvent les parents avec les enfants, hein, le plus souvent, les mamans et tout. Euh, c'est une erreur déjà en soi parce que voilà, clairement, on ne retrouvera pas la personne partie comme ça immédiatement. On reste dans ce sas, ce que j'appelle un sas, c'est une zone comme ça de confinement qui sert à la personne, enfin au défunt, à faire son introspection, le temps nécessaire et d'autant que normalement, c'est ce qu'on dit aussi, d'autant de ce qu'aurait dû durer la vie de la personne. C'est-à-dire que une maman qui part parce qu'elle a perdu son enfant et qui se donnerait la mort, mettons à 40 ans, alors que son décès était prévu dans les 80 ans, cette personne va rester. Alors, bon, bien sûr, la notion de temps n'existe pas de l'autre côté, mais le sentiment d'éternité à rester comme ça dans ce sas, le temps d'avoir le droit, entre guillemets, d'accéder à d'autres paliers
et le temps nécessaire de faire sa propre introspection durera autant de temps que ce qu'elle aurait dû vivre sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui, c'est pas, on va dire, même si la notion de temps n'existe pas de l'autre côté, c'est quelque chose qui est quand même ressenti. Voilà, c'est, je te retrouve, mais en temps voulu, c'est-à-dire au moment auquel j'aurais dû te retrouver. Ne pensez-vous pas que le suicide est écrit, que cela est prévu pour cette personne? Euh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On repart encore dans cette idée que le suicide est un thème très difficile à aborder, très délicat. Euh, Se dire, voilà, cette personne s'est suicidée, il ne pouvait pas en être autrement, c'était écrit dans son chemin de vie. Euh, il y a des suicides, alors j'allais dire, il y a des suicides utiles. C'est lourd là aussi hein, de parler comme ça. Il y a des suicides utiles. Je pense, parce que j'ai une image qui me vient comme ça, je pense par exemple aux gens comme ça qui, il y avait un moine tibétain il y a quelques années de ça qui s'était immolé pour demander la libération du Tibet. Voilà, il y a des personnes qui se sacrifient, entre guillemets, c'est une notion de sacrifice pour être ce qu'on appelle des éveilleurs de conscience, pour attirer le regard sur quelque chose. Donc ce sont aussi des formes de suicide, hein, puisque la personne va au-devant de la mort de sa propre volonté. Et ce n'est pas tant dans l'idée de se donner la mort pour mettre un terme à ses propres souffrances, mais pour attirer le regard des gens autour de quelque chose qui ne la concerne pas personnellement, mais qui implique un ensemble de personnes, un pays, une idéologie, un idéal, et ainsi de suite, quoi. Donc, ce sont des éveilleurs de conscience. Pour ces personnes-là, je dirais que justement, le suicide, c'est-à-dire ce passage à l'acte, s'inscrit dans leur chemin de vie. Quand vous avez un jeune enfant, enfin un adolescent qui se suicide parce qu'il a été harcelé sur des réseaux sociaux ou quoi, je partirais plutôt du principe que c'est un échec par rapport à ce défi à relever, par rapport à tout ce qui gravitait autour de lui, tout ce poids émotionnel à nouveau, relationnel qui était là avec lui. Le suicide est une réponse à une souffrance, mais ce n'est pas l'unique réponse. Donc le défi vraiment dans l'incarnation terrestre, c'est de relever ces choses-là malgré tout, d'essayer de trouver de quoi aller de l'avant malgré tout. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, un coup de canif dans le contrat de vie que de mettre fin à ces jours. De l'autre côté, ce n'est pas jugé, mais ce n'est pas non plus, c'est toléré, on va dire. Voilà, c'est toléré dans le sens où ils comprennent le poids de souffrance, de chagrin, de désarroi de la personne qui passe à l'acte. Mais en même temps, de l'autre côté, quand on arrive de l'autre côté, c'est, bah, écoute, il y avait des choses à faire, tu n'as pas trouvé la force nécessaire, on le comprend, mais tu aurais dû essayer encore et encore. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est au programme? Euh, Personnellement, je dirais non. C'est plus une conséquence de tout ce qui s'est déroulé avant. Ça peut être aussi karmique, hein. J'ai certaines personnes qui expliquent que souvent c'est karmique le fait qu'une personne se suicide, que c'est euh, ça on le retrouve aussi avec les personnes qui ont un sentiment de mal-être depuis tout jeune. C'est-à-dire on a tout le temps connu une personne dépressive qui ne se sentait jamais à sa place, qui n'arrivait pas à trouver sa place et qui a toujours cette optique de comme je ne suis pas à ma place ici, je vais mettre fin à mes jours pour trouver ma place ailleurs, trouver une paix intérieure ailleurs, sur d'autres plans ou dans notre au-delà, ou peut-être avec l'espoir aussi peut-être de revenir dans des meilleures conditions, on va dire. Hein. Pour ces personnes-là, oui, peut-être que c'est prévu au programme, on va dire. C'est-à-dire, elles sont immergées dans cet état d'esprit qui fait que c'est écourté au niveau de leur vie, parce que déjà depuis l'enfance, elles y pensent. C'est-à-dire vraiment, il y a ce mal-être qui se nourrit et qui se grandit petit à petit avec les années. Et on le voit, hein, enfin moi je vois avec des personnes qui se sont donné la mort sur 25-30 ans. Euh, quand j'ai le contact avec ces personnes, les parents me disent oui, effectivement, mon gamin, ma fille ou quoi, ne s'est jamais senti bien. Ça a toujours été des états dépressifs qui étaient suivis, psychanalyse, thérapie, thérapeute et tout ça. Mais il n'y a rien qui arrivait à combler ce manque intérieur qu'ils avaient, cette souffrance intérieure qu'ils avaient. Et quelque part,
même les parents redoutent cet acte en se disant mais ça pouvait pas être autrement que comme ça. Voilà, malgré tout l'amour, malgré tout le soutien des familles, les thérapies et tout, là, la finalité, on s'y attend presque, quoi. Donc oui, voilà. Est-ce que c'est prévu? C'est vraiment là aussi au cas par cas, mais dans la majorité des cas, je dirais c'est vraiment un choix volontaire qui n'est pas prévu, mais qui est choisi par la personne. Euh, Voyons voir. Pourquoi certains suicidés ne laissent aucune lettre pour leurs proches afin d'expliquer leurs gestes? Euh, Peut-être parce que c'est trop dur déjà d'expliquer leurs gestes, parce que c'est un ensemble de choses. Euh, Ça laisserait peut-être aussi trop de questions en suspens. C'est-à-dire que le fait d'écrire le pourquoi, ben, derrière ça, on va encore se demander oui, mais pourquoi? Et c'est peut-être aussi culpabilisant par rapport à la famille, que ce soit vis-à-vis des conjoints, que ce soit vis-à-vis de la fratrie, vis-à-vis des parents ou quoi, ou même des amis hein, qui ont perdu comme ça des personnes par le suicide, en se disant mais waouh, il y a eu personne autour de lui ou d'elle qui a été capable de pressentir son mal-être, qui a été capable de l'aider quand il a pu exprimer ce mal-être, qui a été capable de l'aider. Personne n'était là. Avoir cette lettre entre les mains, ça amène beaucoup plus de questions, alors peut-être même beaucoup plus de souffrance, parce on reste toujours en suspens malgré tout, hein, quelles que soient les circonstances qui amènent à un suicide, on reste toujours en suspens. Il y a toujours ce manque, il y a toujours cette incompréhension de l'acte, ou même s'il y a la compréhension, il y a quelque chose qui reste en se disant mais waouh, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai pas été là, j'ai pas su être là. Euh, on a toujours l'impression d'avoir manqué quelque chose, quoi. La lettre, peut-être, ne pourrait pas aider à soulager. Ça amènerait d'autres interrogations. C'est peut-être pour ça que certaines personnes qui se donnent la mort n'arrivent pas à expliquer encore plus ou ne veulent pas non plus expliquer encore plus par le biais d'une lettre laissée aux proches. Alors, pour l'aide accordée au niveau des personnes qui se sont donné la mort comme ça se reflète souvent par tout ce qui est manifestation physique après au domicile. Hein. Voilà, certaines personnes retrouvent leurs défunts, leurs proches décédés dans leurs rêves, avec ce sentiment justement que ces personnes sont en demande vis-à-vis de leur aide, de leur soutien, viens m'aider, aidez-moi. Les passeurs d'âme, les médiums sont confrontés très souvent, hein, même majoritairement, je dirais que le travail d'un passeur d'âme, dans 95%, c'est de aider les situations complexes. Voilà, les situations lourdes, complexes, les esprits qui sont retenus, qui sont bloqués. Voilà, qui est passeur d'âme, c'est ça son boulot, hein, parce que passer la mamie qui au final est morte à 80 ans de sa belle mort et tout, et qui va très bien, qui est au clair, qui a juste envie de passer un petit message ou quoi, c'est pas du passage d'âme, ça. Ça, c'est de la médiumnité, c'est un contact entre des proches et sa famille, dans un contexte qui est soft, dans un contexte qui est clair pour tout le monde, où il n'y a pas de retenue. Alors que le passage d'âme en lui-même, qui se dit passage d'âme, travaillera forcément avec du lourd. Forcément avec du lourd, du compliqué, du retors, de l'hostile, du sombre aussi, mais c'est notre boulot, quoi, hein, c'est le boulot des passeurs. Euh, et, et les défunts, d'autant plus les défunts qui se sont donné la mort, viennent comme ça toquer auprès des passeurs ou viennent toquer comme ça auprès même de leurs proches, hein, en faisant ce qu'on appelle des effets poltergeist, en venant les voir dans les rêves. Il y a ce sentiment qui est insistant pour la personne de se dire, mais clairement, pour moi, telle personne qui est partie d'un suicide n'est pas en paix, a besoin d'aide, il faut faire quelque chose pour cette personne, je vais au moins me renseigner pour savoir si son évolution se passe bien ou quoi, et de là, essayer après d'agir en conséquence, si je sais qu'elle est bloquée, essayer d'agir en conséquence par les intentions, la prière, l'encens pontifical, ou l'appel à un passeur d'âme qui le prendra en charge pour l'accompagner. Alors, bonjour. Sachant que nous choisissons notre incarnation, etc., en même temps, choisissons notre retour, départ, notre mort à la source. Tout ce qui est au niveau des incarnations, des choix de vie et comment ça se passe et tout,
Alors, j'avais fait un article, je ne sais pas si je l'ai en public, c'est-à-dire sur ma page Facebook ou alors peut-être sur mon groupe Facebook. Alors, dans ce cas-là, il serait en privé. C'est un article sur l'âme, une explication de ce qu'est l'âme. Et tout ce qui est au niveau de l'incarnation, des choix de vie, dans les grandes lignes en tout cas, hein, ce qui est vraiment destiné, on va dire, le choix de décès aussi, les conséquences de décès, tout cela relève de l'âme, ça ne relève pas de l'esprit. C'est-à-dire que vous, en tant que personne là aujourd'hui, vous êtes un esprit incarné. Mais votre esprit, c'est un élément qui compose votre âme, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les personnes que vous avez été dans d'autres vies antérieures, et ce que vous êtes appelé à être dans d'autres incarnations futures. Donc ça, c'est l'âme. Et cette incarnation d'esprit, c'est-à-dire que l'âme se nourrit en fait des expériences terrestres. Et lors des incarnations, vous n'êtes pas vous, c'est-à-dire c'est pas par exemple moi Inès, c'est pas moi Inès de l'autre côté qui va dire ah bah tiens ben, pour la vie prochaine j'aimerais bien être un people ou un truc comme ça, bling bling et tout ça. Ça se marche pas comme ça. Hein. C'est voilà, on t'explique ton utilité dans ce schéma de vie, ton utilité de toi par rapport aux autres. Et en fait, ce n'est pas tant toi qui importe, c'est ce plan, cette idée de plan global, de nécessité d'interaction entre tous les gens que vous voyez, que vous rencontrez. Et donc, ça se passe au niveau de l'âme. Ce n'est pas uniquement vous, votre incarnation ici terrestre, votre esprit seul qui décide. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est l'âme qui choisit. C'est-à-dire, clairement, hein, quand on y réfléchit, hein, si vous avez des incarnations qui sont lourdes par la maladie, par les relations ou quoi, forcément, si vous, tout le monde, hein, je veux dire, personne n'accepterait de vivre dans un état de souffrance, de finir, je sais pas moi, dans des tragédies, dans des drames, dans des choses horribles ou glauques, ou la maladie ou quoi. Concrètement parlant, personne ne choisirait ça. Hein. Tout le monde dirait, ah ben moi j'aimerais bien une vie facile. C'est la première optique qu'on a. Hein. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, au niveau de l'astral, au niveau d'un conseil même astral, qui, avec votre âme, pas avec votre esprit, mais avec votre âme, choisit la prochaine incarnation qui sera bien définie par rapport à son utilité. Mais pourquoi, en fait. Hein. Donc voilà, le retour, la réincarnation, elle sera beaucoup plus basée par rapport aux nécessités qu'il y a. Hein. C'est beaucoup plus ça. Alors voyons voir. Hum, Alors bonjour, j'ai dans mes connaissances une femme qui a fait plusieurs fausses couches avant de pouvoir mener une grossesse à terme. Cela veut-il dire qu'à chaque fois, l'âme choisit de ne pas s'incarner? Est-ce que c'est une âme différente à chaque fois? Alors, le thème aujourd'hui, c'est le suicide. C'est plus le suicide, c'est pas la réincarnation, c'est vraiment le suicide, le thème du jour. Euh, donc, l'incarnation, comme ça, par le biais des fausses couches, c'est un sujet que peut-être je traiterai dans une prochaine vidéo, mais pas aujourd'hui. La seule chose, c'est est-ce que c'est toujours la même âme qui revient à chaque fois? Je dirais juste pas forcément. Pas forcément. C'est voilà, c'est le cas par cas là aussi. C'est pas forcément à chaque fois la même âme qui essaie de s'incarner. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, je repars, après je reviens, je recommence, ça a encore loupé, je repars, je reviens. Pas forcément. Voilà, donc je ne développerai pas plus parce que ce n'est vraiment pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le suicide, la progression des personnes qui se sont donné la mort de notre côté, comment ça se passe. Donc j'attends vos questions en ce sens. Merci. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons de... Bonjour, j'ai lu que nos enfants nous choisissaient et nous choisissons notre conjoint et nos enfants. Y a-t-il un accord dès le départ? Là encore, hein, c'est... On va faire tchac. Attention, on recadre tout. Aujourd'hui, c'est le suicide. C'est pas les incarnations, c'est pas le choix des incarnations ni rien. C'est vraiment le thème du suicide. Donc, en attendant vos questions là-dessus, voyons voir. Alors tiens, voilà, donc le fait d'en avoir parlé, du coup, ça ramène un petit peu, ça recadre le sujet sur le thème du jour. La maladie est-elle considérée comme un suicide inconscient? Il semblerait que nous provoquons nos maux. Alors, hum,
La maladie n'est pas un suicide inconscient, c'est le fait de ne rien faire pour y remédier qui serait plus un suicide. Ça me paraît plus logique. C'est-à-dire que si vous avez une vie complètement dissolue au niveau de votre intégrité physique, je parle, c'est-à-dire certaines addictions, certaines pratiques, vraiment tout ce qui est là dans le sens, en fait, c'est un processus d'autodestruction, hein, le fait de malmener son corps, de malmener sa santé, ou de ne pas écouter son corps, ou de ne pas prendre soin de sa santé, c'est-à-dire essayer d'anticiper les choses, être à l'écoute de ce qui va pas dire je suis dur, je suis robuste, ça passera, c'est juste quelque chose de bénin, ou alors je vis avec, c'est pas grave. Ces choses, le fait de ne pas être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intégrité physique, à l'écoute des petits bobos qui après peuvent vraiment dégénérer, de ces états de santé comme ça, c'est une négligence comment dire, je dirais pas que c'est un suicide non plus, hein, mais c'est une négligence qui altère quand même la personne parce qu'on se nuit à soi-même au final, hein, mais ce n'est pas quand même un suicide. Je dirais que le fait d'une maladie, alors j'entends bien maladie, le fait d'une maladie qui serait de l'ordre du suicide, c'est tout ce qui est addictif, c'est-à-dire une personne qui est dans l'alcool, une personne qui se drogue, une personne qui se fait du mal volontairement, hein, qui se blesse volontairement ou quoi, voilà, quelqu'un qui vraiment est dans une phase d'autodestruction. Là, oui, c'est, c'est, on va dire, c'est une phase comment dire, d'autodestruction qui pourrait être apparentée au suicide. Mais on en revient toujours au même. C'est un mode d'expression sur un mal-être ou sur quelque chose qui ne va pas chez la personne. C'est un mode d'expression qui dit aidez-moi. Toujours pareil. Ou au contraire, c'est un mode d'expression qui dit je ne suis pas à ma place là. Je rejette en bloc cette incarnation-ci. Je rejette en bloc ce que je suis en train de vivre et je précipite les choses pour mon départ. Voilà, je précipite les choses pour mon départ. Donc c'est une négligence à soi-même. Euh, on refait un peu les pendules un petit peu hein, de l'autre côté. Hein. Franchement, on remet un peu les pendules à l'heure en disant, ben ouais, écoute, là, tu as eu vraiment une vie dissolue ou vraiment tu t'es porté du tort par rapport à ta santé. C'est pas bien, ok, c'est pas bien, mais en même temps, ce n'est pas considéré comme un suicide, c'est-à-dire vraiment le côté je veux me supprimer, quoi. Mais c'est un système d'autodestruction quand même. L'idée que nous provoquions nos mots, ouais, parce que clairement, hein, je veux dire, si tout le monde est en mesure de somatiser, c'est-à-dire que le corps exprime ce qui ne va pas. Ça, c'est tout le monde est capable, tout le monde a vécu plus ou moins ça. Hein, quand on voit les personnes qui font un zona, qui font de l'eczéma, qui font de l'herpès, qui font voilà, qui font des, des réactions cutanées, on dit souvent qu'elles somatisent hein, le mal-être qu'elles ont ou la contrariété qu'elles ont, la frustration qu'elles ont, l'incapacité à exprimer les choses, ça ressort par le biais de la maladie. C'est ce qu'on explique aussi. Le mal a dit, ok, mais en même temps, il ne faut pas partir uniquement dans ce schéma-là parce qu'il y a aussi comme je vous disais, il y a des négligences vis-à-vis de sa façon de vivre qui vont créer des maladies, où il y a aussi tout l'aspect physiologique, c'est-à-dire que même au niveau mécanique, la machine, elle a des défauts de construction qui vont générer des maladies héréditaires, qui vont générer des maladies de fonctionnement, qui vont générer au niveau cellulaire, il y a des choses qui sont aussi programmées, on va dire, mais qui sont purement physiologiques. Tout, enfin, à mon sens, après, chaque école voudra un petit peu plaider pour sa paroisse, et c'est très bien comme ça. Tout n'est pas explicable par le seul fait du karma, tout n'est pas explicable par le seul fait de l'esprit, de l'astral, de la spiritualité ou quoi. Ça serait merveilleux parce que si tout pouvait s'expliquer ainsi, tout pourrait se résoudre aussi par le biais de la spiritualité. Hein. Voilà, et dans les faits, ce n'est pas comme ça. Donc voilà, il faut garder quand même raison en se disant il y a des maladies qui sont là, qui sont purement d'un dysfonctionnement physiologique ou qui sont une exposition prolongée du corps à des substances qui sont nocives pour lui et du coup il y a les répercussions bien des années plus tard ou sur la génération suivante et ainsi de suite. Voilà, il faut garder raison en se disant tout n'est pas non plus de l'ordre du spirituel et de l'incarnation et du karma et ainsi de suite. Mais après, les maladies, la somatisation d'un non-dit, ça existe. Hein. Il n'y a qu'à voir les gens qui font
de l'eczéma ou quoi, ou du zona. Est-ce qu'un suicide dans une famille aide pour faire comprendre et évoluer ce qui reste? Ouais, c'est malheureux à dire, hein. C'est malheureux à dire, mais la personne qui se donne la mort chamboule totalement, alors pas uniquement au plan personnel et relationnel, affectif, mais chamboule totalement les chemins de vie des gens qui sont autour, hein. Ça a un effet domino, c'est-à-dire que l'acte en lui-même, du coup, ça change totalement la donne par rapport au plan de vie des autres, de ceux qui restent. Euh, et en même temps, ça les amène à une prise de conscience sur autre chose. Alors c'est dur à dire parce que vous, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, il y a des familles qui sont là à l'écoute de leurs proches et qui malheureusement ne peuvent pas prévenir ou empêcher ce geste, alors qu'elles pressentent qu'il y a un malaise, hein. Et de l'autre côté aussi, on s'entend dire, bah écoutez, mais le fait d'avoir vécu ça, ça vous ouvre d'autres perspectives pour se l'entendre dire, pour pouvoir le gérer. Et en même temps, dans les faits, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que c'est toute une vie d'apprentissage qui nous amène à se dire, ben voilà, j'ai vécu ça, j'ai ça à comprendre et ainsi de suite, quoi. Mais c'est extrêmement, on va dire, c'est inhumain, quoi. Le suicide, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre pour ceux qui restent. Et c'est clair qu'après, trouver un sens à un geste pareil, ça paraît sur les premiers moments après le décès de la personne, c'est quelque chose de tout à fait inconcevable, tout simplement inconcevable, hein. Enfin moi je vois quand je reçois des personnes qui ont mettons leurs enfants ou leurs conjoints ou autres qui s'est suicidé ou leurs frères et sœurs qui se sont suicidés, comment dire, il faut vachement être posé et mesuré et avoir énormément de tact vis-à-vis de ces gens pour leur dire à un moment donné, il y a quelque chose à comprendre de cet acte. Parce que normalement, quand vous dites ça à une maman, votre gamin, il s'est pendu, il faut comprendre quelque chose de cet acte. Normalement, si la maman me colle une gifle, je la comprends, quoi. Voilà, c'est quelque chose, on n'est pas dans l'idée de concevoir ça, c'est de l'ordre de l'inacceptable, c'est de l'ordre de l'inhumain. Et c'est vrai que ça ne vient, cette prise comme ça de conscience de l'utilité entre guillemets, de cet acte, qu'est-ce que ça engendrait après par la suite, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, qu'est-ce que ça peut changer d'autre dans notre optique, il faut du temps. Il faut des années, il faut du temps, il faut du travail, ça chamboule tellement de choses que c'est très très dur d'aller dire à quelqu'un, il y a un sens à tout ça, c'est très très dur. Euh, donc oui, comprendre quelque chose, ouais, malheureusement, c'est triste de devoir passer par la douleur pour comprendre certaines choses ou pour pouvoir changer aussi certaines choses, hein, tout simplement. Mais malheureusement, dans les faits, c'est ça. Bonjour, est-ce que pour que chaque suicide, l'âme reste au bas astral automatiquement? Alors, à nouveau, par rapport à la petite vidéo que j'avais fait sur la progression des défunts, de l'autre côté, tout le monde, sans exception, passe par la zone du bas astral. Tout le monde, hein. Même si la vie elle a été absolument nickel chrome, comme j'expliquais, tout n'est pas parfait dans notre vie, tout n'est pas raccord avec nos attentes, tout n'est pas, il y a des états de frustration, de la colère, des manques, de l'envie, euh, ou alors aussi le fait de ne rien faire, de laisser faire les choses, de ne pas d'être inactif. Enfin, il y a tous les cas de schémas de vie possibles par rapport aux personnalités, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, qui font que tous les êtres humains, sans exception, passeront par cette zone du bas astral, qui est une zone pour se délester de tout ça, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous encombre, pour ensuite aller de l'avant. Dans le cas d'une personne qui s'est suicidée, cette zone du bas astral dure beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps, le temps que la personne fasse l'introspection, fasse le bilan, trouve justement des raisons pour aller de l'avant, enlève cette idée de je vais être jugé, c'est les portes de l'enfer qui m'attendent de l'autre côté, donc surtout je ne vais pas bouger de là où je suis. C'est ce que j'appelle la phase d'involution dans la progression de l'esprit. C'est ce que j'appelle la phase d'involution, c'est-à-dire que la personne reste figée dans son idée. Et moi, quand je travaille avec les personnes qui se sont donné la mort, je les ai toujours représentées. Après, peut-être que c'est ma représentation en moi, mais je pense que même auprès d'autres médias, vous aurez le même écho, peut-être présenté différemment, mais dans le fond, c'est toujours la même chose.
pour moi, ils sont toujours représentés dans un sas en verre, comme un cube en verre, en fait. Et donc, ça veut dire qu'ils voient, voilà, dans cette zone du bas astral, dans cette zone d'entre-deux, d'involution, ils voient tout ce qui se passe autour d'eux. Les choses leur arrivent, hein, puisque c'est vraiment en verre, donc il y a une interaction, les choses arrivent, mais c'est comme s'ils portaient des œillères, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas regarder plus en avant ou écouter plus en avant ce qu'il y a. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans cette phase d'involution, dans ce côté bloqué dans le bas astral qui fait que il faut aller les chercher, il faut aller les aider. Euh, donc, forcément, oui, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, en fait, hein, dans l'aspect religieux. Alors, le purgatoire, c'est marrant parce que le purgatoire, quand on regarde le mot, la définition du mot, purgatoire, ça vient de purger, et purger, ça veut dire purifier, alléger, assainir. Et le purgatoire, du coup, ça a pris une connotation d'enfer, de tourment, de tout ce que vous voulez, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est juste une zone de transition qui est lourde, qui est très difficile à gérer pour les personnes qui se sont donné la mort, avec le temps nécessaire pour y arriver, d'y rester. Et après, on avance. Donc, c'est une zone de transition, voilà, à faire, donc qui est forcément nécessaire à vivre. Hum, alors, mon ami s'est suicidé le 14 février. Je voudrais savoir combien de temps va demander pour que son homme monte ou si c'est déjà fait. Euh, c'est au cas par cas. À nouveau, hein, c'est vraiment au cas par cas. C'est le temps nécessaire. Donc vous pouvez l'accompagner bien sûr par vos pensées, les prières, l'encens pontifical qui élève. L'encens, c'est vrai qu'en général, tout ce qui est par le biais d'encens ou quoi, c'est cette idée de d'odeur de sainteté comme on dit. C'est-à-dire ce sont la fumée aide à faire monter vos prières et vos intentions de l'autre côté. Alors, m'expliquez pas comment, me demandez pas de vous expliquer comment ça marche, je ne saurais pas le dire, mais c'est quelque chose qui est concret, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des encens, et notamment l'encens pontifical, amène, amène comme ça ces prières de l'autre côté, amène ce soutien, amène ce réconfort, amène cet élan supplémentaire pour aider la personne à aller un peu plus vite dans sa progression. À ce sujet, on me présente comme ça une petite image là dans ma petite tête. Il y a quelque temps de ça, j'étais en visite dans une ville et j'étais partie donc visiter les églises parce que c'est toujours joli hein, visiter une église. Et j'avais remarqué, et ça du coup je me demande si ça existait partout, j'avais remarqué qu'il y avait une zone dans cette église qui était réservée uniquement pour la prière aux suicidés. C'était marqué comme ça, donc c'est-à-dire que tout le monde pouvait poser sa petite bougie. Et c'était vraiment un centre de recueillement qui était assez petit d'ailleurs. Et c'était vraiment un petit lieu de prière qui était réservé, c'était marqué comme ça, vos prières aux suicidés. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui prient bien sûr pour leurs proches qui sont partis comme ça de ce départ volontaire, mais aussi qui vont prier pour tous les autres qui sont retenus dans ce qu'on appelle le bas astral, qui sont retenus dans ce sas, dans ce purgatoire, dans cette zone comme ça de transit, pour les aider. Et toutes ces prières aident. Voilà, il y a même des gens aussi qui font des cercles de prière, hein, comme ça pour les personnes qui se sont donné la mort, ça existe. Hein. Il y a des groupes aussi qui sont dédiés à ça. Donc le fait de savoir où est-ce qu'il en est, quelle progression il a, c'est au cas par cas. On peut pas dire ça prendra tant de temps, c'est déjà fait ou quoi. C'est vous faites un contact défunt et le médium, passeur d'âme aussi, sera à même de vous dire ben voilà, il en est là, il n'est pas encore sorti et tout ça. Euh, hop là. Alors, aussi sur cette idée d'aide par rapport, je reviens juste là-dessus parce que c'est quand même important. Il y a nous ici-bas qui aidons les défunts de l'autre côté, que l'on soit de la famille, des amis, que l'on soit des proches, que l'on soit des médiums, des passeurs d'âme. Mais il y a aussi un gros travail. Hein. Il y a, comment on dit, il y a un staff hein, de l'autre côté, il y a une équipe céleste de l'autre côté, à commencer par les guides de la personne. Hein. Je reviens juste sur l'idée de la progression des défunts. Quand on décède, les gens même qui ont fait des expériences de mort imminente vous disent toujours on est accueilli par des êtres de lumière et par nos proches.
Ces êtres de lumière qui vous accueillent dans le tunnel sont vos guides. Déjà, à la base, ce sont vos guides qui viennent vous retrouver après avec vos proches. Pour les personnes qui se sont suicidées, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'elles, elles sont dans le sas, mais il y a les proches qui sont partis avant eux, il y a leurs guides qui sont là, et ils essayent autant que possible de faciliter cette transition en disant ben, reste pas avec tes œillères, avance, nous on est là, on va t'aider à te délester de tout ce poids, euh, on va te secourir, oui, littéralement, on va te secourir, on va t'aider, on va t'apaiser, tu nous écoutes, tu nous suis. Ce travail, il existe hein, avec les proches décédés, avec leurs guides, avec d'autres défunts aussi que j'appelle des accompagnants, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour accompagner les personnes comme ça dans des états complexes de l'autre côté. Et le souci qu'il va y avoir avec les personnes qui se sont donné la mort, je l'explique comme ça aux familles, c'est exactement comme vous, par exemple, quand vous êtes vraiment au fond du trou. Tout va super mal, il n'y a rien qui marche, c'est vraiment la cata sur tous les plans, vous en avez plus que marre. Et vous avez à côté le bon copain ou la bonne copine ou même un proche qui vient vous voir en disant mais oui vas-y mais t'inquiète ça va aller mieux tu vas rebondir tout va super bien trouve l'énergie pour avancer tout ça va changer reste pas dans cet état et là vous regardez la personne et vous dites mais attends mais toi t'es bien mignon t'es bien mignonne mais toi tout va bien dans ta vie tout va super bien dans ta vie alors t'es bien gentil de m'encourager mais comme tu ne passes pas par ce que je passe limite, de quel droit est-ce que tu peux venir m'encourager? Je comprends tes encouragements, mais bon, me dis pas que ce que je suis en train de vivre, ça va passer, c'est léger, parce que pour l'instant, j'y suis, j'ai la tête vraiment dans le sac, et toi, pour toi, de ton côté, tout va bien. Donc, t'es bien mal avisé, entre guillemets, de me faire la morale en disant, ouais, ouais, ça va aller mieux et tout, parce que toi, tout va bien. De l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire que le suicidé, il voit les autres qui sont sur des plans supérieurs, qui viennent l'aider, qui viennent essayer de le tirer vers le haut, et il est là, il dit comme ça, il dit mais non mais laissez-moi dans ma bulle, je ne vous écoute pas, de toute façon vous pouvez pas me comprendre, après vous risquez de me juger et tout. Lui il s'enferme dans son carcan en se disant on ne peut pas me comprendre. Voilà. C'est de là que vient vraiment le travail des passeurs d'âme parce que comme nous on est sur un plan terrestre, on est donc plus proche au niveau de tout ce qui est énergie émotionnelle terrestre, les rancœurs et tout ça. On a tout ce pactage émotionnel humain qui nous permettent d'aider le défunt à avancer de l'autre côté par empathie. Voilà, c'est un système d'empathie qui fait que on porte un petit peu la croix du défunt entre guillemets en se disant voilà je prends un peu sur moi de ta peine pour t'accompagner. C'est pour ça que les passeurs d'âme existent. Hein. C'est tout simplement parce que les guides spirituels qui sont dans des énergies très très élevées, très très pures, et les défunts qui sont de l'autre côté, qui vont bien et qui ont fait déjà ce travail de progression, ne sont pas, on va dire, à la portée de celui qui est encore ancré trop sur les états d'âme, oui, les états d'âme humains, sur les états émotionnels terrestres et tout ça. Voilà, comme eux, ils sont déjà plus avancés, ils n'ont plus ce regard-là, ils en sont déchargés. Donc du coup, ils font appel aux médiums et aux passeurs, c'est pour ça qu'on existe, en disant, ben, vous, comme vous y êtes encore, vous êtes plus à même de comprendre par empathie et d'amener le défunt plus loin. Alors, voyons voir. Euh, alors, dans les cas des suicides, certains se pendent, sautent d'une falaise, d'autres par médicaments. Comment expliquer l'acte le plus difficile et le plus impensable, comme se pendre au lieu de voir une mort moins violente? Là, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel, c'est-à-dire que voilà, il y a différentes sortes de suicides. Euh, de ce que je sais, pour l'avoir vu et après en avoir eu d'autres échos par d'autres médiums ou quoi, euh, et même déjà pour l'avoir constaté hein, par rapport au travail. Alors je parle au niveau des hantises, hein, parce que je travaille aussi sur les problèmes de hantises. De ce que je sais, les personnes qui se pendent sont plus à même de rester sur le plan terrestre plus longtemps que d'autres qui seraient parties de mort un peu plus, on va dire, un peu plus violente. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais très très souvent, quand on a comme ça des cas de suicide, souvent les pendaisons restent dans la mémoire des murs. Il y a toujours
cet effet comme ça, mémoire des murs par rapport aux pendaisons. C'est quelque chose, c'est une empreinte énergétique qui reste bien marquée. Tandis que le reste, par médoc, défenestration ou quoi, c'est quelque chose qui s'échappe, qui passe sur notre plan beaucoup plus vite. C'est assez troublant. Il y a pas longtemps, hein, j'ai travaillé pour une dame comme ça qui avait, enfin il y a quelques temps quand même, qui avait comme ça l'esprit d'un jeune homme qui s'était pendu dans sa réserve. On a réussi à faire le travail hein, pour que ça passe, mais il y a quand même cette empreinte qui reste. Hein. C'est juste la mémoire des murs, ça ne veut pas dire que le défunt est toujours là, mais il y a cette mémoire énergétique de ce suicide qui reste quand même imprégnée. Donc le choix de l'acte en lui-même pour le départ volontaire, ça je ne pourrais pas l'expliquer. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime par rapport à la personne, par rapport à comment elle voit les choses et tout. Alors, hum, alors, le suicide est-il une expérience demandée par l'âme? Passons-nous tous tôt ou tard par cette étape dans un but d'évolution? Euh, alors, c'est vrai que dans la progression des âmes au niveau karmique, c'est vrai qu'on est supposé avoir tout vu, tout vécu, dans l'idéal, hein, puisque c'est cette idée de progression, d'être accompli dans le sens où on a tout testé et tout. À nouveau, le suicide, et c'est une rupture de contrat. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc, on va dire, c'est un accident de parcours, dans l'absolu. Hein. C'est un accident de parcours. Donc, du coup, comme c'est un accident de parcours, je doute que nous soyons tous appelés à nous suicider, que ce soit dans des vies antérieures, que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies à venir. Je ne pense pas que ce soit l'expérience sine qua non pour arriver à une progression spirituelle, puisque ça résulte d'un échec quelque part. Hein. C'est un échec, c'est quelque chose qui n'a pas réussi à être, c'est un défi de vie qui n'a pas réussi à être relevé. C'est un manque. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est courte. Donc quelque part, il y a quelque chose qui a été faussé et on n'est pas tous appelés à vivre cet état de détresse, de souffrance ou cette impression de ne pas être à sa place. Euh, Vraiment l'idée de est-ce que c'est demandé par l'âme, est-ce que c'est karmique? Moi, personnellement, je dirais que non. Je dirais que c'est vraiment c'est euh, c'est un choix. Voilà, c'est vraiment un choix. C'est pas décidé voilà, avant l'incarnation en disant bah tiens, j'arrive à 16 ans et je vais me suicider ou j'arrive à 40 ans, je vais me suicider. Non, je pense vraiment que c'est plus les conséquences de tout un parcours de vie qui fait que. Donc c'est vraiment un choix qui n'est pas programmé. C'est un choix qui est décidé. Ce n'est pas quelque chose qui a été programmé à l'avance. Donc je ne pense pas franchement que tout le monde ait à passer par cette étape-là pour progresser. Je le souhaite en tout cas parce que sinon ça serait triste. Voyons voir. Alors, j'ai connu une personne qui avait en apparence une joie de vivre et n'a jamais laissé transparaître son mal-être. Et elle a été retrouvée pendue dans sa chambre. Difficile d'aider dans ce cas. Tout, voilà, car tout n'exprime pas des idées morbides avant le passage à l'acte. Que faire? Oui, ça existe. Hein, ça, je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps. J'en avais discuté sur une vidéo qui s'appelle Les ressentis en médiumnité, qui explique comment faire des ressentis photos. Et la base même d'un ressenti sur photo, c'est de ne jamais se fier à l'image. C'est toujours de regarder au-delà de l'image. Parce que j'avais le cas d'une dame, j'avais expliqué, qui avait posté sa photo pour demander un ressenti. Et bon, il y avait que des belles choses hein, qui ressortaient pareil et tout. Et moi, j'avais pris cette dame en MP, j'étais allée la voir, je lui ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes en état dépressif et tout. Et cette dame pensait justement à se suicider, quoi. Elle était vraiment dans l'optique de je vais arrêter bientôt de vivre. Elle était vraiment en train de programmer même hein, son départ et tout. Et alors que voilà, elle a donné le change dans l'apparence, elle a donné le change hein, en étant très rayonnante avec un super sourire et tout sur la photo. Et de l'autre côté, elle était complètement démolie. Elle pensait qu'à se suicider, quoi. Donc ces choses-là, ça soulève la question de est-ce qu'on aurait pu l'éviter? C'est ça le fond de la question, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Cette question, c'est extrêmement complexe parce que c'est comme à nouveau, c'est un choix de vie, c'est un choix de départ volontaire
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pressentir quand même, malgré tout. C'est-à-dire que si la personne vraiment reste dans dans cet effet de masque en disant, voilà, je présente quelque chose qui va super bien et intérieurement, je suis complètement démolie, personne ne peut le pressentir, quoi. Personne ne peut le pressentir, hein. Il y en a beaucoup, hein, qui disent ça, hein. Ah bah tiens, j'étais un tel il y a 2 jours de ça, mais il avait une super patate, il avait déjà programmé ses vacances et tout, et je viens d'apprendre qu'il s'est suicidé hier. Ça arrive. Ça arrive très très souvent. Donc ça, donc c'est très difficile d'aider, oui, c'est clair, ça, on peut pas tout pressentir. Il faut aider ceux qui restent parce que là, du coup, ils sont complètement démunis parce qu'ils ont rien vu venir et il y a rien qui explique, enfin, qui explique si, parce que si la personne l'a fait, c'est qu'elle avait ses raisons. Mais il y a rien qui vient expliquer, en tout cas pour ces personnes, comment elles ont pas pu voir et pourquoi on en est arrivé là. Le suicide d'un membre de famille peut être également libérateur pour celle-ci dans le sens où le suicidé pouvait être une personne très autoritaire et dans le jugement permanent. Euh, ouais, ouais. C'est-à-dire, mettons, je prends un cas extrême, hein, on va dire quelqu'un, mettons, qui était, je sais pas, un grand-père qui était pédophile. Celui-là, s'il se supprime, il n'y a pas grand monde qui va le pleurer. Je suis méchante, hein, mais bon, c'est, on va dire, dans le cas, voilà, moi, non, mais voilà, il était pas bien, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était vraiment inhumain, ou qui vraiment était tordu, ou tout ce que vous voulez. Donc, au final, s'il est parti, ça soulage tout le monde. Oui, on peut partir dans cette idée-là, mais en même temps, ça enlève tout ce qui est notion j'allais dire, de compassion, dans le sens où même si la personne, elle est exécrable, pas exécrable, même le mot est faible, si c'est quelqu'un de pourri jusqu'à la moelle, vraiment abject ou quoi, ça en reste pas moins quelqu'un du membre de la famille qui a apporté ce qu'elle devait apporter, et il faut au moins reconnaître ça, quoi. Voilà, il faut au moins reconnaître ça. Même si c'est quelque chose d'absolument ignoble, il y a un respect aux défunts quand même. Après, voilà, on ne demande pas d'aimer, hein. Le fait de respecter quelqu'un, c'est pas de l'aimer, hein. C'est vraiment le côté de je respecte le peu de bien, parce que faut quand même espérer que la personne dans son vivant a quand même fait des belles choses ou des choses qu'elle construit, même si c'est tout petit, même si c'est infime, même si ça a duré, mettons, 1 mois dans sa vie, il faut espérer que voilà, ces choses-là soient au moins respectées. Et après tout le reste, qu'on soit dans la notion de jugement, d'incapacité à pardonner ce qu'il y a eu, je le respecte totalement, je le comprends totalement. Donc, ok, ouais, je veux dire, après, quand on se dit, bah, celle-là, bah, tant mieux qu'elle se soit tirée une balle dans la tête parce que vraiment c'était un monstre, je le comprends. C'est dégage le plancher, voilà, c'est mieux, tout le monde s'en portera comme mieux. Je le comprends. Mais il faut quand même un minimum de respect pour la vie, quoi, en fait. Ni plus ni moins. C'est un minimum de respect pour la vie en se disant, quand même, on va essayer de trouver le peu de choses que cette personne a pu faire de bien dans sa vie et comment dire, valoriser ça, quoi. Valoriser ça. Parce que de l'autre côté, la personne qui a été absolument abjecte, ignoble et vraiment très tout ce que vous voulez, criminelle même, quoi, qui a été vraiment ignoble et tout, le temps qu'elle progresse, elle va en baver, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va devoir refaire son bilan, son introspection, se regarder en face. Donc, ça va être très, très lourd, très, très éprouvant pour elle. Et après, à un moment donné, il y aura quand même cet effet de transition, de libération, d'apaisement, parce que tout le monde y a droit, quoi, en fait, hein, à cette paix de l'âme, avoir voilà, vraiment l'âme en paix, tout ça, c'est quelque chose qui attend tout le monde. Après que ça prenne des siècles et des décennies, 1 mois, 1 heure, peu importe, mais tout le monde est appelé quand même à cette évolution, à cette progression de l'autre côté, jusqu'à arriver à un état vraiment de plénitude. Donc voilà, que ça rame, je comprends, vis-à-vis du vécu de la personne ou quoi, vis-à-vis de toutes les rancunes, de tout ce qu'il y a pu avoir. Mais le but du jeu, c'est de progresser quand même. On ne peut pas rester dans un état permanent de rancœur. Euh, donc ouais, libérateur, je ne sais pas. Ça, ça permet d'autres perspectives, je dirais plutôt. Ça permet d'autres perspectives et ça permet de commencer une nouvelle vie, d'entamer autre chose autrement et tout. Je suis d'accord. Mais après, bon, tout le mal qui a été fait, ça se garde. Alors la libération, le fait de se sentir mieux,
Ça aussi, c'est autre chose, hein. C'est un travail de pardon, un travail d'acceptation, si on ne veut pas pardonner, au moins d'acceptation, de compréhension, pour arriver à transcender. Et la libération vient plus de là, hein. Plus que du fait que la personne qui a été mauvaise se soit tirée une balle dans la tête. On dira plus volontiers que le travail de libération vient de ce que nous, on s'accorde à nous-mêmes, quoi, hein. Bien plus que le fait que cette personne soit partie de l'autre côté. Euh, alors, voyons voir. Alors, alors le SAS n'est pas forcément obligatoire pour les suicidés. Euh, alors le SAS, il est obligatoire pour les suicidés. Je dirais même, voilà, la zone de transit par le bas astral, elle concerne tout le monde. Et cette zone, vraiment que j'appelle le SAS, c'est-à-dire vraiment, on prend la personne à part, on la garde dans une salle, on la garde dans cette boîte, entre guillemets, dans ce cube de verre. Et on est en train de travailler avec elle, pour que vraiment elle prenne conscience des choses, pour qu'elle accepte les choses, pour qu'elle envisage d'autres perspectives, qu'elle accepte d'avancer, et ainsi de suite. Tout ce bilan, toute cette introspection, avec une personne qui s'est donné la mort, c'est obligatoire. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement parce que c'est un contrat qui a été rompu. C'est vous avez décidé en lieu et place de plan divin de mettre fin à vos jours. Donc nécessairement, il faut rendre des comptes à soi-même, à l'astral. Il faut s'en expliquer, quoi. Il faut vraiment s'en expliquer et après transcender ça. Donc le sas pour quelqu'un qui s'est donné la mort, cette zone de transit, on peut pas y échapper. C'est obligatoire. Que ça dure qu'un instant et après on avance, ouais, ok, c'est bon. Mais c'est laborieux, oui, mais c'est obligatoire. On peut pas faire autrement, hein. Ça, on peut pas faire autrement. Euh, alors ceux qui sont les suicidés qui ont très bien, comment dire, qui sont en paix justement avec le fait d'être passé à l'acte, ça existe, hein. Ça existe parce que voilà, ils ont préparé ça, ils ont conscientisé. Alors je vais parler d'un thème qui peut-être pourrait faire bondir quelques-uns, mais en même temps c'est pas faux d'en parler. L'euthanasie, par exemple. L'euthanasie est une forme de suicide. Ah ouais. L'euthanasie est une forme de suicide, c'est-à-dire qu'on met fin à ses jours dans un contexte qui est bien défini, c'est-à-dire c'est une douleur physique, voilà, ce sont des choses extrêmement lourdes qui se passent au niveau du corps, au niveau de la maladie et tout ça. Et l'euthanasie est une réponse pour mettre fin à une souffrance qui est physique, qui est morale, qui est émotionnelle, par rapport au fait de rester et puis de voir sa famille qui est en peine, de nous voir comme ça complètement bousillés, détruits. L'euthanasie, c'est un suicide à part entière euh, qui, euh, qui fait que de l'autre côté, on va progresser plus vite quand même. C'est-à-dire que la personne repasse quand même par ce sas, très peu de temps. C'est vrai, très peu de temps. Mais la personne va être en règle avec ce choix, avec son acte, et en même temps, il y a une forme comment dire, d'approbation de la part de même de l'entourage de la personne, parce qu'en général, l'euthanasie, on peut en concerter, hein, dans certains pays, c'est légalisé, donc la famille est au courant, donc voilà, tout est préparé, on ne somme ni plus ni moins. Et donc, ce départ volontaire, il est préparé, donc, il est consenti. Donc, de l'autre côté, forcément, on va dire, t'as stoppé un peu vite, mais on comprend ce qui s'est passé, on comprend pourquoi tu l'as fait, et tu peux avancer un peu plus vite. Mais tu as besoin quand même de revenir un peu dessus parce que t'es allé trop vite. Après, moi, clairement, hein, par rapport à l'euthanasie, moi, je le comprends tout à fait parce que je me dis que l'acharnement thérapeutique, ce n'est plus de l'ordre de la médecine, hein. Ce n'est plus de l'ordre du soin. Quand vous avez des gens qui sont en souffrance et qu'au final, ce ne sont que des machines qui les tiennent en vie, ce n'est pas humain, c'est pas humain. Donc, c'est vrai que voilà, de l'autre côté, c'est perçu aussi comme ça en disant, voilà, on t'a tenu en vie, mais ça, c'est le fait des hommes. Ça aurait été dans d'autres lieux, dans d'autres temps, tu n'aurais pas duré aussi longtemps. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a cette idée de euh, le fait d'être parti d'un départ volontaire via l'euthanasie fait que après la personne de l'autre côté est en paix avec son acte, est en paix avec ce choix, la famille pareil, et du coup ça peut avancer beaucoup plus vite. Mais ça existe, hein, des personnes même au niveau du suicide qui sont tout à fait en paix avec ça et qui et qui avancent quand même.
On peut même avoir, juste pour relever un petit peu le débat aussi à ce niveau-là, on peut même avoir des personnes qui se sont suicidées, qui sont guides familiers auprès d'autres personnes. Ça existe, hein. Nous, on a eu le cas il n'y a pas très très longtemps sur le groupe, enfin il y a quelques mois quand même, sur un jeune homme qui était suicidé et qui venait alerter la famille que leur fils avait aussi des idées suicidaires. Mais le jeune homme en question qui s'est suicidé, s'était suicidé il y a des années et des années et des années avant, quoi. Et il venait quand même proche de la famille pour alerter en disant, ce gamin ne va pas bien, commencez à vous intéresser un petit peu à lui parce qu'il va finir par passer à l'acte un de ces quatre. Donc, on peut avoir un guide familier, un défunt donc, qui vient là comme ça dans cette idée de protection et d'assistance et qui pourtant est un suicidé parce que lui aussi il vient prévenir quelque chose ou expliquer quelque chose. Ça existe. Donc, il était en règle avec son acte et il était apte à être guide. Alors, un très bon ami s'est suicidé en 2016, novembre 2016. Je n'en savais rien. Il est venu de lui-même m'avertir de son départ. Donc, l'année après, à partir de ce jour, j'ai senti qu'il était près de moi. Il m'a même fait revivre ses derniers instants sur Terre, assez violents. Pensez-vous qu'il avait besoin d'aide pour rejoindre la lumière? Je dirais que une personne qui s'est donné la mort, enfin, même un défunt, hein, qui est bloqué, qui est retenu pour une raison ou pour une autre, même indépendamment du suicide, s'il y a vraiment besoin d'aide, il insiste. C'est pas style, il vient, il vous fait un petit coucou ou il se fait ressentir et après il repart. Tout défunt, ce qu'on appelle des âmes en peine, hein, ou des esprits errants, tout défunt qui est dans un état vraiment d'être bloqué, qui ne peut pas avancer et qui a envie pourtant d'avancer et qui vient rechercher de l'aide, insistera. Voilà, c'est pas juste je suis de passage et puis après il va insister. C'est ce qu'on appelle des cas de hantise, c'est ce qu'on appelle un parasitage aussi, même si c'est un vilain mot, mais parce que ça veut dire tout simplement que le défunt fait tout pour rester auprès d'une personne, jusqu'à lui pomper même son énergie, donc ça vient de là le terme parasitage. Et cette personne insiste pour demander de l'aide. Donc, dès lors qu'il est venu et qu'ensuite il est reparti, vous n'avez plus de nouvelles, j'allais dire, entre guillemets, de lui, c'est que lui, il a fait sa progression de l'autre côté. C'est qu'il n'a pas trouvé bon de rester plus longtemps parce qu'il va bien, au final. Il est au clair, en tout cas, avec son acte. Euh, euh, alors, il y a aussi, c'est, comment dire, par rapport à euh, le fait que un petit retour là par rapport à la question là sur le fait que le défunt a conscience qu'il devait partir comme ça. Oui, parce que c'est un choix, mais à nouveau, c'est pas programmé, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas programmé. Je veux dire, franchement, à part ce qu'on appelle les suicides au niveau de tout ce qui est prise de conscience, hein, comme ce moine tibétain qui s'était immolé et tout, je veux dire, ça, c'est un chemin de vie qui a déjà été tracé à la base. C'est-à-dire, voilà, ce sont des éveilleurs de conscience, il y a quelque chose de lourd derrière. Et l'impact n'est pas personnel ni familial, c'est un impact au niveau de la société, au niveau même, j'allais dire planétaire, dans le sens où toute l'humanité porte son regard sur l'acte en lui-même en se disant waouh, la personne, elle s'est même immolée pour faire valoir ce en quoi elle croit, pour alerter aussi sur certaines choses et tout. Donc là, oui, ce sont des schémas de vie qui sont, on va dire, programmés. Ça, c'est clair. Mais par contre, le fait qu'une personne se dise dans mon incarnation, je vais me suicider, j'ai du mal avec ça parce que pour moi, enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai eu comme écho avec toutes les expériences par rapport aux défunts suicidés, par rapport même à mes guides et tout. Et il y a vraiment cette notion il y a une rupture de contrat, c'est-à-dire c'est un choix unilatéral, c'est-à-dire c'est vraiment la personne qui fait le choix de partir. Elle a pas décidé avant son incarnation de bah tiens je vais me suicider quoi. C'est j'arrive pas à être en adéquation avec ça. C'est vrai que le débat reste ouvert. Je ne dis pas je détiens toute la vérité. Je dis juste par rapport à moi ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu apprendre. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me dire non, c'est programmé comme ça. Euh, non, le fait de choisir avant, j'arrive pas à être raccord avec ça.
C'est plus, voilà, c'est vraiment la finalité à un parcours. La finalité à un parcours. Euh, euh, voilà, bon, ça, le fait de se donner la mort parce qu'on apprend, voilà, qu'on a une maladie incurable ou quoi, voilà, c'est perçu autrement de l'autre côté, hein. C'est quelque chose qui est vraiment perçu autrement. Voyons voir. Alors oui, pour tout ce qui est demander des messes, accorder les prières, les pensées, les soutiens et tout, alors ça les fait avancer, ça les aide à avancer en tout cas, plus vite, ou peut-être que oui. En tout cas, ça les soutient, ça c'est clair, hein. Dans leur démarche, ça les soutient énormément. Par contre, n'en demandez pas tout le temps. C'est-à-dire, mettons quelqu'un qui s'est suicidé en 2016 et en 2018, on est encore en train de prier pour son âme. Il a déjà avancé, hein. Donc, au niveau de tout ce qui est intention et messe, on va dire sur l'année qui suit le suicide, c'est largement suffisant, quoi. Hein, durant toute une année, là, l'accompagner comme ça, oui. Mais après, demandez, quitte à demander auprès d'un médium, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez ce contact? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'il en est, comment il va, et ainsi de suite. Ouais, à la rigueur, pour être sûr et se rassurer en se disant, ben voilà, ça y est, ça, il a pu s'en défaire, il a avancé. Ouais, vous faire comme ça, oui, vous demandez un avis extérieur, quoi, par rapport à un défunt qui s'est suicidé. Mais après, voilà, prolonger les messes, style, mettons, on va faire une assemblée commémorative chaque année à la date de son décès parce qu'il s'est suicidé, mais le décès, ça remonte il y a 15 ans. Non, il a bien avancé déjà avant ça, hein. Donc, je dirais c'est au cas par cas, c'est vraiment au cas par cas. Et l'avancée d'un défunt qui s'est donné la mort, il n'y a qu'un médium qui peut vous dire où est-ce qu'il en est, quoi. Ça, c'est, ça, c'est clair. Il n'y a qu'un médium qui peut vous dire, bah, écoutez, il est encore retenu pour une raison ou pour une autre. Ou au contraire, ça y est, ça commence à se dégager. Ou alors au contraire, ça y est, ben, ça y est, il est vraiment dans la lumière, dans le sens où il s'est délesté de tout et ça y est, il y est, il est passé, quoi. Alors, on va voir. Euh, alors, hop. Alors, le fait que je reviens sur la demande de la personne là, qui a eu un petit contact avec quelqu'un qui s'était suicidé. Alors, le fait qu'il a insisté, c'est qu'il avait besoin d'aide alors. Voilà, s'il a insisté, c'est qu'il avait besoin d'aide. Auquel cas, donc, il faut passer par un médium, toujours pareil, il faut passer par un médium et lui demander où est-ce qu'il en est, s'il peut l'aider ou pas. Ou peut-être que de lui-même, je dirais du coup, comme il n'a pas vu d'assistance qui lui était comme ça allouée ou qu'il n'y avait pas de retour, bah, du coup, il s'est peut-être pris en charge et il a écouté les autres défunts et ses guides et tout qui étaient autour de lui et il a trouvé moyen d'accéder à autre chose petit à petit. Mais voilà, il n'y a qu'un médium qui pourra vous le dire, ça. Euh, alors, le fait des tentatives de suicide à répétition. Le fait des tentatives. Alors, la question je dirais, c'est marrant parce que le fait des tentatives à répétition de l'autre côté, ça revient à dire, mais t'as pas compris que ce n'est pas ton moment de venir de l'autre côté. C'est plus perçu comme ça de l'autre côté. Mais t'as pas compris que là, pour l'instant, ce n'est pas le moment que tu viennes. Donc, on évite ça, on essaie de te récupérer autant que possible et on te fait comprendre que non, c'est pas la peine d'insister, tu ne passeras pas. En gros, ça revient à ça. Euh, Donc oui, il y a comment dire un chemin de vie qui est à poursuivre. On doit continuer dans sa voie parce que bon, ben voilà, on a essayé de mettre fin à ces jours et comme on n'y arrive pas, au final, c'est ben je dois comprendre que oui, je dois rester là et je dois faire ce que j'ai à faire quoi, au final, autant que faire se peut et peut-être trouver aussi, penser à demander des aides par des thérapies ou des aides par le dialogue. Enfin, trouver quelque chose qui fait que on va être aidé concrètement, mais ici-bas, tout simplement. Est-ce que ça se paye plus tard d'avoir fait plusieurs tentatives de suicide et qui n'ont donc pas marché?
Ouais, quand même. Je dirais que de l'autre côté, là aussi, pareil, ils refont le bilan en disant, mais écoute, t'as été un petit peu têtu quand même, hein. Là, t'as une période où vraiment tu voulais rien lâcher, tu voulais partir, mais bon, nous, on t'a expliqué que quand même, il y avait des conséquences au niveau sur le fait que tu restes sur Terre, il y avait des conséquences. C'est pas pour rien si on t'a gardé sur Terre, c'est qu'il y avait des choses à faire, il y avait cet effet domino à mettre en place par rapport à tes proches, par rapport à ton propre vécu. Tu as des choses à recevoir, tu avais des choses à donner aussi. Euh, donc voilà, oui, de l'autre côté, oh là là, t'as été un élève difficile, entre guillemets. Donc du coup, la progression, on va dire, elle est un petit peu plus longue, mais ça se fait quand même, ça se fait quand même. C'est pas une question de payer, hein, le côté on n'est pas dans la sanction de l'autre côté, hein, quand on décède, quelle que soit la cause du décès. Hein. C'est pas une idée de ah vous avez bien comporté, on va monter les points. Vous êtes mal comporté, on va baisser les points. C'est pas du tout ça l'idée. Hein. Le but du jeu, c'est qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que ça t'a apporté, et toi surtout, qu'est-ce que tu as apporté aux autres. Voilà. C'est toujours cette idée de interaction, d'impact entre les gens qui est la clé de voûte de tout, hein, au final. Hein. C'est ne plus penser à soi, mais penser soi avec les autres. C'est primordial, hein, ça, de l'autre côté. Et c'est vrai que après, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de valeur de jugement. Ils sont là dans un constat de t'as réussi, oh non, bah mince, là t'as un petit peu échoué, on va revoir ça, on va refaire autrement. C'est plus dans cette idée-là, hein, parce que l'idée de tu t'es mal comporté, on va te taper sur les doigts, c'est pas du tout ça de l'autre côté. Hein. C'est vraiment cette idée de on a échoué, on va essayer de recommencer, on va y arriver mieux la prochaine fois. Alors, un peu, donc si vous avez d'autres petites questions, moi je vais juste regarder parce que je m'étais préparé un petit calepin comme ça avec tout ce que je voulais dire. Euh, ta. Alors, juste un truc, même si c'est pas le sujet hein, par rapport aux réincarnations ou quoi, les personnes suicidées, ça aussi je l'ai eu souvent, les personnes suicidées, on me demande toujours par rapport à leur réincarnation. Par rapport à leur réincarnation, on se dit, oh là là, mais elle va se ressusciter, cette personne. Elle va être de nouveau confrontée à ça. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est donné la mort, sur une prochaine incarnation, va être appelée, pas tout le monde, hein, mais va être appelée soit à être remise sur tel type d'épreuve qui vont la mettre un peu à bout, à charge pour elle de relever cette fois-ci le défi de ne pas mettre fin à ses jours, soit cette personne va va rencontrer ou va être intégrée dans une famille dans laquelle il y a une personne qui a des idées suicidaires, à charge pour elle d'essayer justement de l'aider, de l'accompagner, autant que faire se peut. Je dis pas qu'elle va réussir à éviter l'acte ou que elle en sera incapable ou quoi, mais le schéma de bah, sur une vie antérieure, je me suis suicidée et dans cette vie-ci, pile poil, ben, je suis confrontée à une personne qui a des idées suicidaires, ça c'est lié, hein. Ça, clairement, c'est lié. C'est vraiment ce côté de, on te remet en condition, on te remet là-dessus, à charge pour toi d'essayer de mieux faire les choses, ou en tout cas d'essayer de relever autrement le défi. Ça par contre, c'est récurrent comme chose que j'avais vue. Euh, et pour finir, qu'est-ce que j'avais d'autre qui me manquerait à voir? Euh, non, bah écoutez, moi j'ai tout vu, hein. Je suis en train de regarder mes petites notes. Là, je m'étais mis un petit journal de bord. Je pense que l'on a vu. Alors, vous allez me dire si pour vous ou quoi c'est OK, parce que pour moi, c'est tout bon. Alors, je regarde juste au niveau des questions pour s'il y en a d'autres. Une personne qui parle de son suicide depuis plus de 50 ans, le prépare-t-elle? C'est incertain. Hein. C'est incertain parce que personne n'est dans la tête de la personne, justement. Donc, c'est incertain. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de mettre fin à leur jour et qui ne le feront jamais. Vous en avez d'autres qui n'en parleront jamais et qui pourtant le font. Et vous en avez d'autres encore qui en parlent et qui un jour le font. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, on ne peut pas présumer ce que ça va être le choix de cette personne. Mais
il y a quand même ce souci pour cette personne et pour son entourage de se dire waouh, si tu es avec des idées morbides, au bout d'un moment, il faudrait un petit peu vider ton sac et expliquer pourquoi tu as ces idées morbides. Donc, le meilleur conseil, c'est d'aller voir un thérapeute, hein, tout simplement, un psychanalyste ou un thérapeute pour arriver justement à vider le sac et à, comme on dit, percer l'abcès pour voir un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, alors, Alors, le pédophile qui a détruit mon enfance et ma vie s'est suicidé à plus de 80 ans. Moi, ça m'a soulagée. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Je vous comprends et je suis entièrement d'accord. Disons qu'en fait, il y a une justice qui a été rendue de votre point de vue, parce que c'est quelqu'un qui a été nuisible et qui a été vraiment dans la destruction des gens et qui peut-être au final on va dire, a choisi cette solution pour, comment dire, peut-être pour s'amender de tout ce qu'il avait pu faire avant, ou pour éviter de finir en prison, ou pour éviter quelque chose ou quoi. Donc ça peut être pris autant comme un état de fuite, autant comme une justice à soi-même en fait, hein, ni plus ni moins. Donc c'est clair que pour la personne qui a enduré des choses absolument atroces, le fait de voir cette personne se supprimer, ça reste quand même un soulagement. C'est-à-dire que vraiment il y a ce côté de ben voilà, au moins il fera plus de mal et au moins justice est faite, quoi, entre guillemets. Donc ça, on peut le comprendre, hein. Je veux dire, c'est tout à fait humain, on peut le comprendre. Donc le soulagement, je peux comprendre très bien. Est-ce que plus tard je le croiserai quand je serai partie? Euh, alors, de l'autre côté, on recroise tous les gens qu'on a vus. Ça, c'est nécessaire. C'est... Alors, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que le temps c'est vraiment croisé, c'est-à-dire ça dure vraiment l'instant d'un soupir. Parce que forcément, les gens qui ne sont pas en adéquation, qui n'ont rien à faire ensemble, qui se sont nuits mutuellement, qui se sont fait souffrir mutuellement ou qui ont vraiment des passés lourds en commun, ne sont pas destinés à rester de l'autre côté ensemble, clairement. C'est juste qu'on se retrouve l'espace d'un instant, le temps de faire le bilan, mais ça se dure en un instant. Ça se dure en un instant. Et après, de suite, chaque personne repart, chacun de son côté. Mais le fait de retrouver quelqu'un qui vous a fait du mal ou quoi, de l'autre côté, oui. Parce que il y a eu un vécu qui a été partagé, aussi douloureux soit-il, il y a un vécu qui a été partagé, donc il est nécessaire de refaire un bilan, autant pour vous que pour lui, pour justement aider à décharger tout ça et à avancer avec ça, voilà, pour le transcender. Mais ça dure un instant. Ça dure vraiment un instant. C'est pas style, on va se regarder en face à face. Non, non, ça dure un instant et après chacun repart de l'autre côté. Enfin, de son côté en tout cas. Euh, le fait qu'une personne qui a des idées suicidaires et qui ne consulte pas et qui refuse de consulter, je vous dirais, on ne peut aider qu'une personne qui veut être aidée, hein. C'est ça le problème. C'est qu'on peut aider qu'une personne qui veut être aidée. Et après, c'est vrai que cet état de détresse ou de victimisation, de tout ce que vous voulez, qui est poussé à l'extrême, ça peut être de l'ordre du maladif, c'est-à-dire que la personne a effectivement des idées très morbides et au final ne fera jamais rien pour attenter à ses jours. Mais c'est un état d'esprit qui est très morbide, qui est très sombre, qui est très triste, qui est très dans la victimisation à l'extrême. Et du coup, la personne n'a plus le sentiment d'être à sa place et veut arrêter, quoi. Mais de l'autre côté, ça ne peut rester que de l'ordre du chimérique, c'est-à-dire ce sont uniquement des idées morbides. Il n'y aura jamais de passage à l'acte. Mais franchement, on ne peut pas aider une personne qui ne souhaite pas s'aider elle-même, quoi. Ça, c'est à perte, hein. C'est vraiment, c'est comme on dirait, quoi. C'est se battre contre des moulins à vent. C'est-à-dire que voilà, vous êtes là à tenir la personne ou à l'accompagner, à essayer de la réveiller pour le coup. Et la personne en face qui dit non, non, je suis très bien comme ça, enfin, même si je vais super mal, mais l'état dans lequel je suis me convient, je n'ai pas besoin d'aide, ça ira très bien. On peut rien faire de plus, quoi. Je veux dire, on peut pas, à part lui témoigner notre attention, la sollicitude et tout ça, à part ça, on peut rien de plus. Donc, on donne ce qu'on a à donner. Faut pas non plus s'épuiser avec ça parce que on se nuit aussi à soi-même. Faut pas s'épuiser avec ça. Il faut juste assurer la personne qu'on est là tout le temps, mais
on peut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, de ce que la personne nous laisse faire aussi, et de ce qu'elle a envie de faire aussi, quoi. C'est vraiment, c'est très problématique, ça, je veux bien comprendre, mais au bout d'un moment, on peut plus aller plus loin, quoi. On peut pas donner plus, hein. Euh, ok, donc moi, euh, je pense que voilà, j'ai fait le tour. Donc, si vous aviez d'autres questions, je suis à l'écoute, mais sinon après, pour moi, c'est tout bon. Donc, je vous garde juste 5 petites minutes en plus, le temps de laisser aux dernières personnes s'il y avait encore quelques questions sur le suicide, la progression des défunts de l'autre côté ou quoi. Je vous laisse le soin de me faire part de vos dernières questions sur les 5 petites minutes à venir. Et après, je vais devoir vous laisser. Hop, euh, non, c'est bon, je pense que j'avais fait le tour des questions. Je suis en train de regarder si j'avais tout vu, tout vu. Ouais, il n'y a rien qu'à manquer. Non, mais on est bon. Bah écoutez. Donc si pour vous c'est parfait, pour moi aussi. Donc pour ceux qui arriveraient un petit peu en retard ou qui regarderaient en replay, en rediffusion, cette petite conférence là sur le thème du suicide, vous n'hésitez pas à laisser vos petites questions, c'est-à-dire s'il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés et que vous auriez aimé voir un peu, vous pouvez poster en commentaire vos questions. Alors, je ne vais pas répondre immédiatement parce que j'ai beaucoup de demandes au niveau de mon travail, tout simplement. Après, j'ai ma vie aussi au quotidien comme tout le monde. Donc, je répondrai. Là, sur la dernière vidéo, j'ai repris des messages qui dataient d'il y a 3 semaines. Mais c'est pas grave, hein. Le but du jeu, c'est d'avoir des réponses à un moment donné, c'est tout. Donc voilà, je repasse de temps à autre sur mes vidéos et je reprends un peu les commentaires les plus récents, vos questions les plus récentes. Comme ça, si j'ai le temps, j'y réponds. Voilà, j'y répondrai. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je vous remercie beaucoup de votre temps, d'avoir passé ce mercredi matin en ma compagnie. J'espère avoir répondu au mieux à vos attentes et à vos interrogations et à vos inquiétudes aussi par rapport à ce sujet délicat qu'est le suicide. Et sur ma chaîne YouTube, Inès Laine Medium, donc sur la chaîne YouTube Inès Laine Medium, vous retrouverez mes vidéos précédentes et vous retrouverez également les liens vers mon site, vers mon livre aussi, tous les moyens pour pouvoir me contacter aussi. Ou alors vous avez plus simplement les messages privés sur le Facebook. Je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour votre disponibilité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah, d'ailleurs, la prochaine vidéo, celle que je suis en train de préparer, juste pour vous dire, elle va traiter de l'écriture automatique, de la Ouija, du spiritisme et de l'écriture intuitive. Là aussi, il y a des choses à dire, hein. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée à tous. Au revoir.